La fin du cauchemar pour le Liban, les Palestiniens seraient évacués dès samedi. Des mesures antiterroristes, elles ont été adoptées ce matin au Conseil des ministres. La bourse en hausse, 3% à Paris, une hausse très forte aussi à New York. Football, scandale à Saint-Étienne, les joueurs touchés des dessous de table. Bonsoir, c'est sans doute la fin du cauchemar pour le Liban. Tout est prêt maintenant pour l'évacuation des Palestiniens et donc pour le règlement du conflit. Le gouvernement libanais a même annoncé que l'évacuation allait commencer samedi ou dimanche et qu'elle devrait s'étaler sur 15 jours. Le gouvernement libanais approuve donc totalement le plan Habib. Il a convoqué demain les ambassadeurs français, italiens et américains pour leur demander officiellement l'envoi de la force internationale d'interposition. Cette force comprendra 2000 hommes, auxquels s'ajouteront 3000 soldats de l'armée libanaise. Le Premier ministre libanais dit qu'Israël a donné son accord sur l'ensemble de ces points, mais Israël ne donnera sa réponse officielle que demain, après une réunion de cabinet. À Jérusalem, Jean-Marc Ilouz. Favorable qu'ils ont pu rencontrer chez une partie seulement de l'opinion travailliste, les propos de M. Mitterrand n'ont guère permis de dissiper la méfiance du gouvernement israélien vis-à-vis de la politique française. Hier soir, dès la diffusion à la télévision israélienne de larges extraits des propos de François Mitterrand, le Premier ministre israélien a immédiatement donné le ton. Je suis choqué de voir notre ami François Mitterrand donner sans réserve à l'OLP le droit de combattre, a fait savoir M. Begin. Une manière de faire comprendre, avant même que le ministère des Affaires étrangères ne dispose de la traduction officielle des propos du président français, de faire comprendre que toute allusion à un rôle politique de l'OLP reste aujourd'hui, comme après le discours de la Knesset, reste une allusion sacrilège pour le gouvernement israélien. Il ne s'est trouvé en tout cas aujourd'hui aucun haut fonctionnaire israélien pour venir évoquer sur Antenne 2 la politique du gouvernement israélien. Je crois comprendre toutefois que le ministre des Affaires étrangères regrette l'absence de changement de la politique de M. Mitterrand. Bien sûr, la France ne reconnaît pas l'OLP, mais ici, on considère qu'elle la soutient. Par ailleurs, M. Begin et M. Shamir, le ministre des Affaires étrangères, ont tous deux, de nouveau aujourd'hui, encouragé les Juifs français à organiser leur propre défense en cas de défaillance de la police française. Ainsi donc, après 165 jours de négociations ininterrompues et d'affrontements meurtriers, le médiateur américain Philippe Habib est parvenu à mettre au point un plan de règlement du conflit. Sur place, à Beyrouth même, à part quelques accrochages sporadiques, il n'y a pas eu de véritable affrontement depuis 6 jours maintenant. Et Beyrouth pense à l'élection présidentielle qui doit avoir lieu demain. C'est le Parlement qui doit choisir un nouveau chef pour l'État libanais pour 6 ans. De Beyrouth, le témoignage de Philippe Gassot. Dès ce matin, l'armée libanaise, qui a remplacé dans la soirée d'hier les soldats israéliens devant le palais de justice, a entrepris de rendre les abords de la villa Mansour praticables en vue de l'élection présidentielle qui pourrait avoir lieu demain. Toute la matinée, des camions et des engins ont apporté de la terre afin de remplir les trous d'obus, car la villa Mansour, située au milieu du passage entre l'Est et l'Ouest, était depuis les bombardements du 4 août exactement au milieu du champ de tir sur lequel Israéliens et Palestino-progressistes ont, durant une semaine, essayé de se disputer quelques mètres de rue au prix de combats très durs qui ont transformé la route de l'hippodrome et les buildings environnants en ruines, au milieu desquels le lieu de réunion des députés libanais fait figure de rescapés n'ayant reçu que 3 ou 4 obus et 2 bombes dans le jardin. Un endroit étrange pour élire le nouveau président de la République libanaise, si le quorum est réuni demain, ce qui pour le moment est loin d'être certain, par volonté politique de la part des députés anti-Gemayel, mais aussi pour des raisons de sécurité. Difficile de parler demain de sérénité pour les députés qui viendront dans ce no man's land prendre une décision qui peut embraser tout Beyrouth en quelques minutes. Deuxième titre de l'actualité, la lutte contre le terrorisme en France, avec d'abord cette information dont je prends connaissance à l'instant, le commando de la rue des Rosiers comprenait au moins 4 hommes. C'est ce qu'a indiqué ce soir la police. Le commando terroriste qui avait commis l'attentat antisémite de la rue des Rosiers, un attentat qui, je vous le rappelle, a fait 6 morts et 22 blessés, était fort d'au moins 4 hommes. Et ce soir, leur portrait de robot va être diffusé par la police sur l'ensemble du territoire français. Ce matin, au Conseil des ministres, le Conseil a approuvé toute une série de mesures dévoilées pour l'essentiel par le chef de l'État hier soir dans son intervention télévisée. Toute une série importante de mesures sur laquelle nous allons revenir. Plus
la dissolution du groupe Action Directe, ce mouvement clandestin qui avait revendiqué des attentats et qui était en contact avec des terroristes étrangers. Enfin, le Conseil des ministres a confirmé la nomination de Joseph Franceschi comme secrétaire d'État à la sécurité publique. Il était auparavant secrétaire d'État aux personnes âgées. M. Franceschi devient donc l'homme clé de la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas un hasard s'il a été choisi. Il a toujours eu la réputation d'une grande fermeté. Pierre Fauque. Un homme à poigne, sûrement. On se souvient encore de sa visite à l'hospice de Nanterre le 4 août 1981. Joseph Franceschi avait alors enfermé le directeur dans un cachot où l'on mettait les petits vieux dont la conduite n'était pas satisfaisante. Lors de ces visites surprises, le tout nouveau secrétaire d'État aux personnes âgées avait dénoncé les conditions de vie lamentables des vieillards dans ces hospices qu'il avait qualifiés de mouroirs. D'après son entourage, l'homme est passionné et assez autoritaire. Il sait obtenir des gens ce qu'il veut dans les rapports professionnels. C'est également un homme de contact. À Alfortville, ville dont il est maire depuis 1965, il n'hésite pas à recevoir les gens personnellement dans son bureau. C'est très tôt que cet homme de 58 ans, né à Tunis dans une famille corse, s'est intéressé à la politique, puisqu'à l'âge de 14 ans, il s'est inscrit aux jeunesses socialistes. Licencié en lettres et docteur en droit, il devient député de la 4e circonscription du Val-de-Marne en 1973 et sera depuis constamment réélu. Joseph Franceschi est un vieil ami de François Mitterrand, chargé en 1974 de préparer ses meetings et en 1981 de s'occuper de la sécurité du candidat socialiste. Sachez enfin qu'il fut vice-président de l'Assemblée nationale en 77 et 78. Ce palmarès et les résultats de son action auprès des personnes âgées lui auront donc valu le poste difficile de Monsieur Sécurité en France. Une précision, le secrétariat d'État aux personnes âgées est maintenu. Pour l'instant, c'est Georgina Dufoy qui est chargée des problèmes de la famille, qui va en assurer l'intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire. Venons-en donc maintenant aux mesures elles-mêmes. C'est Gaston Defer qui les a présentées ce matin au Conseil des ministres. Lucie Seboul, les détails. Mise en service d'un fichier central antiterroriste informatisé. Ce fichier a été créé le 24 mai dernier. Sa mise en fonctionnement sera accélérée. Il doit être opérationnel début octobre. Création d'un office central pour la répression du trafic des armes et des explosifs. La vente de certaines armes sera désormais interdite. Aux frontières, le contrôle des visas et des papiers d'identité deviendra beaucoup plus strict. Dans ce sens, pour assurer une meilleure surveillance des frontières, les effectifs de police et de gendarmerie vont être renforcés. Seront mis en place 7000 agents supplémentaires pour la police elle-même et 2000 agents pour la gendarmerie. De plus, 1400 agents iront grossir les rangs de la PAF, la police de l'air et des frontières. Il existe aujourd'hui 12 brigades mobiles. Elles seront au nombre de 33 au 1er octobre. François Mitterrand a précisé qu'il en faudrait encore une vingtaine de plus dans les mois à venir. Dernière mesure annoncée, des détachements de gendarmerie auxiliaire viendront relayer les gardiens de la paix chargés de la surveillance des immeubles publics, des ambassades et des consulats. Enfin, le gouvernement entend surveiller les abus commis par certaines ambassades qui font entrer des armes en France grâce aux facilités diplomatiques. La France proposera également la création d'un tribunal européen qui sera en mesure de juger les auteurs d'actions terroristes et les crimes de sang. Enfin, toute organisation instaurant la violence en système sera poursuivie et interdite. Je vous parlais tout à l'heure de la nomination d'un secrétaire d'État à la sécurité publique, Joseph Franceschi. Il y a aussi un deuxième homme clé dans cette lutte contre le terrorisme. Il s'agit de Christian Proutot, chef d'escadron à la gendarmerie nationale. Il est chargé d'une mission de coordination, d'information et d'action contre le terrorisme. Monsieur antiterrorisme en quelque sorte. Il était déjà une sorte de gendarme de choc puisque c'est lui qui dirigeait depuis 1973 le GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie chargée des opérations délicates. On pourrait parler de Christian Proutot comme d'un super gendarme. Il a 38 ans et dirige le GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, depuis sa création en 1974. Cette unité d'élite composée de 60 gendarmes intervient toujours sur des missions délicates, terrorisme, forcené ou grand banditisme. En 1976, à Djibouti, c'était pour la libération de 30 enfants pris en otage par le Front de libération de la côte française des Somalies que le GIGN est intervenu sous les ordres de Christian Proutot. Une petite fille est morte malheureusement, mais les autres enfants ont pu être délivrés.
En 1978, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale intervenait sur la mutinerie des prisonniers de la centrale de Clairvaux. Mission on ne peut plus délicate également puisque 2 détenus étaient armés à l'intérieur de la prison. Fin 79, une équipe du GIGN part en Arabie Saoudite, prêter main forte aux forces de l'ordre saoudiennes pour déloger les musulmans intégristes qui occupaient la grande mosquée de la Mecque. 1980, à Ajaccio, des nationalistes corses ont investi l'hôtel Fesch et s'y barricadent en prenant des clients en otage. Ils ne semblent pas déterminés à tuer, mais pendant que ces hommes sont en place, Christian Proutot négocie et obtient la reddition des autonomistes, en douceur. 1980 toujours, Fort Chabrol en Gironde, à Pauillac, Christian Proutot est blessé au visage par le tir du forcené. Une carrière qui n'a pas été de tout repos si l'on en juge par l'entraînement intensif des super gendarmes du GIGN, mais depuis 2 mois, le commandant Proutot était aussi chargé d'étudier la sécurité du palais de l'Élysée. Voilà que son champ d'action s'étend à tout le terrorisme. La nomination de Christian Proutot risque quand même de créer un petit problème. Tous les policiers ne sont pas particulièrement ravis qu'un commandant de gendarmerie ait été désigné pour coordonner les actions des services de la police nationale et de la gendarmerie. Bien sûr, les syndicats sont plutôt satisfaits de l'ensemble des mesures annoncées, mais la nomination de M. Proutot leur reste en travers de la gorge. Exemple, la CFTC, qui n'est pas contente du tout. Autre exemple, eh bien, écoutez ce témoignage d'un représentant de l'un des syndicats des inspecteurs. La gendarmerie a été privilégiée pendant de nombreuses années par rapport à la police nationale. Il est bien évident que la gendarmerie a été bénéficiaire, a eu des moyens et des effectifs. Nous constatons la nomination de M. Proutot comme chargé de mission. Je voudrais tout de suite dire que pour nous, il s'agit d'un désaveu pour la haute hiérarchie de notre ministère. Je voudrais dire que notre organisation syndicale n'est pas contre la hiérarchie, mais que nous sommes contre la hiérarchie qui n'assume pas ses responsabilités. Et vous ne pensez pas que c'est du corporatisme comme... Pas du tout. Ce n'est pas du corporatisme. Et de ne pas vouloir un militaire à la tête de cette mission? Mais écoutez, je ne mets pas en cause les capacités de M. Proutot. Je dis simplement que nous aurions préféré qu'il s'agisse d'un policier. Il y a enfin la lutte contre le terrorisme à l'échelon européen. Dans les mesures approuvées par le gouvernement, il y a la proposition d'un tribunal européen pour juger des extraditions. Mais hier, François Mitterrand avait lancé une idée encore plus large, celle d'un tribunal européen en mesure de juger aussi les crimes de sang. La création d'un tel tribunal impliquerait un abandon de souveraineté au niveau du pouvoir judiciaire et relancerait d'une certaine manière le problème de la supranationalité. L'invention de ce tribunal européen, ça pose tellement de problèmes que, je les résume, le problème du corpus pénal sur la base duquel il pourrait statuer, le problème de la saisine, qui le saisirait, est-ce qu'il pourrait se saisir lui-même, le problème des conflits de compétences avec les autres tribunaux, je veux dire, ça suppose en effet, il y a un implicite pour qu'aboutisse un tribunal comme ça, d'intégration européenne et de supranationalité accentuée. Bon, est-ce que les États membres de la communauté européenne sont prêts à faire ce pas politique pour arriver à ce résultat juridique? Ça, pour l'instant, ça n'est pas évident. Est-ce que c'est bien réaliste? Est-ce que c'est réaliste d'inventer un tribunal comme ça? Oui et non. On peut imaginer comme ça, on peut essayer de penser ce que serait ce tribunal. Il aurait les avantages incontestables d'une grande publicité. Et qui dit publicité des débats, dit garantie de bonne justice, de sérénité. Enfin bon, c'est une des garanties de bonne justice. Ça serait peut-être comme ça, idéalement, une bonne chose. Mais encore une fois, comment le réaliser? Ou c'est irréaliste, c'est dans le contexte institutionnel actuel. C'est très en amont, en avant de l'état institutionnel de l'Europe pour que ça puisse, me semble, dans ce premier examen, pour que ça puisse aboutir rapidement. Pour finir avec cet important chapitre, il faut revenir sur l'intervention de François Mitterrand hier et ses conséquences politiques. Alors Philippe Arroir, est-ce qu'on a pu noter hier un changement de ton, c'est-à-dire de style, de François Mitterrand? Eh bien peut-être. Écoutez, d'une part, le chef de l'État indique qu'il n'aime pas parler tout le temps pour ne pas user la fonction. D'autre part, M. Mitterrand précise qu'il doit expliquer lui-même les aspects majeurs de la politique française. Il ne dit pas d'ailleurs quels sont les aspects majeurs. Mais à l'écouter hier, on avait l'impression que quelque chose avait changé dans sa façon d'agir.
Il s'est mis à découvert, seul, sans jamais associer dans ses propos le Premier ministre ou le gouvernement. Il a pris des décisions rapides, inhabituelles, comme la nomination d'un secrétaire d'État à la sécurité dans l'heure qui vient. On comprend évidemment que les événements l'y ont poussé. Et le chef de l'État a dit encore qu'il reparlerait aux Français dans quelque temps sur d'autres sujets. Alors, en se découvrant ainsi, M. Mitterrand prend des risques. Le risque de se voir critiqué directement. En général, sous la Ve République, le Premier ministre sert de rempart, de fusible face à la gestion quotidienne du pays. C'était la règle, l'habitude. Mais M. Mitterrand faisait remarquer aux journalistes qui l'interrogeaient, « Après tout, connaissez-vous mes habitudes ?» Alors, en se réservant le droit de parler quand il le juge opportun, utile, M. Mitterrand a l'air d'effacer la règle. Et c'est peut-être ça qui est nouveau. Les autres décisions du Conseil des ministres ce matin maintenant. La création d'abord de 2 nouvelles pièces de monnaie, l'une de 100 francs en argent représentant le Panthéon, l'autre de 10 francs en métal courant à l'effigie de Gambetta. Le Conseil a d'autre part mis en œuvre un fonds spécial pour les grands travaux. Il s'agit de soutenir la croissance et l'emploi, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. 11 milliards de travaux nouveaux lancés à partir de septembre. Au Conseil encore, le président de la République a exprimé sa satisfaction devant les indices enregistrés en juillet, 0,3% de hausse pour les prix et un chiffre du chômage qui se stabilise. Conséquence, la bourse a immédiatement bien réagi à ces bons résultats, ainsi d'ailleurs qu'au discours de François Mitterrand. Il y a eu 3% de hausse pour les valeurs françaises ce matin à Paris. Il faut dire aussi que cette hausse est provoquée par des facteurs internationaux aussi. Hier à Wall Street, par exemple, à la bourse de New York, l'indice Dow Jones avait flambé en une seule séance. Une séance exceptionnelle, comme il n'en arrive que très rarement, 38 points de hausse en une seule fois. La hausse de Wall Street a donc eu ce matin des répercussions à Paris. De même, le dollar, lui, est allé en sens inverse et c'est normal. Il est descendu de 12 centimes. Il a coté exactement 6 francs 89 à Paris contre 7 francs 01 la veille. Alors Philippe Sassier, cette bourse à New York a des conséquences tout à fait précises en fait. Ah oui, il faut dire, Hervé, que Wall Street est à la finance internationale ce qu'une cathédrale est à une chapelle de campagne. Chaque jour, il s'échange à la bourse de New York plus d'actions que pendant tout un mois à Paris, et la valeur de toutes les actions cotées à Wall Street représente environ 8 fois le budget d'un pays comme la France, c'est vous dire. Alors, les mouvements sont à Wall Street extrêmement brutaux, un petit peu à l'échelle de l'Amérique, et en général, une forte hausse anticipe sur une reprise de l'économie américaine qui, actuellement, est malade à la fois de l'inflation, du chômage et des faillites d'entreprises, mais rien ne permet d'affirmer, Hervé, que cette reprise sera bien au rendez-vous dans 6 mois. Alors la flambée d'hier, Philippe, s'explique surtout par la baisse des taux d'intérêt américains à laquelle les Américains semblent croire maintenant. Oui, il faut dire que Henry Kaufman, qui est un des grands oracles financiers à Wall Street, a annoncé qu'il croyait bien à une baisse persistante de ces taux d'intérêt. Du coup, il est moins intéressant de détenir des dollars parce qu'ils sont moins rémunérés, ce qui explique que la monnaie américaine est en train de baisser un petit peu partout, et à contrario, il paraît plus avantageux d'acheter des actions. C'est en gros à peu près le jeu de bascule qui est en train de se produire. Mais il faut noter qu'Henry Kaufman, pour réputé qu'il soit, s'est déjà trompé et qu'il y a une semaine, il disait exactement l'inverse de ce qu'il a dit aujourd'hui. Bref, il y a aussi quelque chose d'assez inquiétant à voir une flambée aussi spectaculaire déclenchée par une simple prévision. En tout cas, la Bourse de Paris a suivi aujourd'hui. La Bourse de Paris a suivi parce qu'effectivement Wall Street donne le là à l'ensemble des places boursières de toute la planète, mais il y a 2 autres raisons, Hervé, vous l'avez dit tout à l'heure. D'abord, il y a le bon indice des prix du mois de juillet qui a réconforté les boursiers, puis il faut dire également que les propos tenus hier par le chef de l'État ont fait bonne impression à la Bourse de Paris, où en général les facteurs psychologiques sont pratiquement aussi importants que les résultats économiques. Le reste de l'actualité internationale, le coup d'État aux Seychelles aurait fait de nombreuses victimes. Dès ce matin, le gouvernement du président René a repris le contrôle de la situation. Les soldats rebelles ont été chassés de la radio et de quelques points stratégiques qu'ils occupaient. Leurs otages ont même certainement, je l'ai appris il y a quelques minutes, été libérés. Mais je vous le disais, les affrontements ont fait des victimes. J'ajoute qu'un bâtiment de la flotte française fait route actuellement vers les Seychelles. En Pologne hier, nouvelle manifestation du syndicat Solidarité et nouvelles arrestations aussi, vous allez le voir sur ces images. Des milliers de tracts avaient été lancés, ils appelaient la population à une grande manifestation pour le 31 août. Dans la soirée, les forces de police sont de nouveau dispersées, les manifestants
brutalement les quelques centaines de personnes qui avaient reconstitué place de la Victoire la croix de fleurs à la mémoire du cardinal Wyszynski, une croix que les autorités font enlever chaque nuit. Et je l'apprends maintenant, il y a eu ce soir une manifestation à Szczecin, toujours donc en Pologne. Les ouvriers des chantiers navals Warski de Szczecin ont interrompu le travail cet après-midi et ils ont manifesté devant leur entreprise. C'est la télévision polonaise elle-même qui l'a annoncé. Haïti, un durcissement politique. Depuis début août, le gouvernement du président à vie, Jean-Claude Duvalier, a lancé une vaste opération contre les progressistes de l'île. De nombreuses personnalités ont été arrêtées. C'est le nouveau ministre de l'Intérieur, M. Lafontan, qui mène en personne la répression. Le sport maintenant, ou plutôt l'actualité en marge du sport, avec beaucoup de zones d'ombre, vous allez le voir ce soir. Mais commençons par les bonnes choses. Didier Pironi, le coureur automobile blessé il y a 10 jours, va beaucoup mieux. Il est rentré tout à l'heure en France après avoir été soigné pendant 10 jours à l'hôpital d'Heidelberg en Allemagne. Un avion sanitaire spécial l'a ramené. Voici son ambulance qui arrive. Nous n'avons pas voulu filmer Pironi qui est encore très marqué par son accident, mais sa santé s'améliore. Le professeur Le Tournel qui va le soigner l'a expliqué à Didier Chaupier. Il a très bien supporté le voyage. Il se plaignait un peu de la tête, d'après ce qu'on m'a dit. Je pense qu'avec ses fractures, ses voyages sont tout de même assez pénibles, même si le maximum de confort tâche de leur être assuré. Il est impossible de dénombrer les fractures actuellement. Il y en a tellement. Non, tout ce qui a été donné ou dit déjà est exact. Il y a le bras et les 2 jambes. Oui. C'est-à-dire sur les 2 jambes, il y en a combien à peu près? Elles sont bien fracturées, mais le nombre de fragments nous importe assez peu. La reconstruction sera réalisée aussi bien que possible. Il reprendra un volant à peu près quand, d'après vous? Là, vous me posez une question très difficile. Le maximum sera fait pour que Didier puisse reprendre un volant. On a parlé du mois de septembre. C'est une date optimiste? C'est optimiste, je pense. Venons-en à l'actualité très sombre du sport français maintenant, avec 2 affaires qui entachent sérieusement le football et le cyclisme professionnel. Football d'abord avec un scandale à Saint-Étienne. Ce matin, Roger Rocher, l'ancien président du club, a été entendu par les policiers de la brigade financière. Il avait à s'expliquer sur une caisse noire qui lui aurait permis de donner des dessous de table aux joueurs. On en parlait depuis longtemps, mais maintenant il n'y a plus de doute, cette caisse noire a existé. Les joueurs le disent eux-mêmes publiquement. Écoutez Jean-François Larios, le capitaine des Verts. C'est de l'autorité publique que tous les grands, disons, de ce club ont touché certaines sommes occultes. La seule chose que je regrette, c'est que M. Rocher, lors d'une dernière entrevue que nous avons eue dernièrement à Saint-Étienne il y a une semaine, m'a affirmé que de toute façon il défendrait les intérêts des joueurs parce qu'il adorait ses joueurs. Je pense que s'il fait ça, il a ses raisons. Maintenant, s'il veut dévoiler le nom des joueurs, ça ne me dérange vraiment pas parce que vous savez, depuis 2 mois ou 3 mois, certains joueurs dont je fais partie, nous savons que c'est de l'autorité publique, de toute façon nous avons touché quelques sommes. Est-ce qu'on peut savoir quand et combien éventuellement? Non, ça je ne peux pas vous dire parce que je ne sais même pas moi-même. Mais le problème c'est que moi, de tous ces problèmes-là, je commence à en avoir vraiment marre. Moi je suis footballeur, j'ai envie de jouer au football. Je préfère qu'on règle tous ces problèmes-là et qu'on nous laisse tranquilles et qu'on fasse correctement notre métier sans nous mêler aux problèmes internes des dirigeants. Alors Roger Zabel, comment fonctionnait cette caisse noire à Saint-Étienne? Eh bien je crois Hervé qu'il faut tout d'abord savoir que Roger Rocher, en sortant du SRPJ de Lyon cet après-midi, a confirmé qu'il avait bien tout dit à la brigade financière et notamment les noms des joueurs qui avaient touché des dessous de table. Alors en ce qui concerne cette caisse noire, il est difficile de savoir puisque M. Roger Rocher a refusé d'expliquer comment elle était alimentée, notamment à la nouvelle équipe dirigeante de Saint-Étienne et comment il avait accumulé ces 300 millions de centimes dans ce bas de laine. Il semble, d'après Maître Fielou, le nouveau président de l'AS Saint-Étienne, que le système de la double billetterie soit à exclure. Dans ce cas, restent plusieurs manières de remplir ce bas de laine. D'abord, les buvettes, mais ce n'est pas en dissimulant une partie des recettes des buvettes que l'on arrive à mettre de côté 3 millions de francs. Il y a également les recettes des matchs amicaux, un peu plus faciles à trafiquer. Mais surtout, la formule qui consiste à déclarer un plus grand nombre d'abonnés, de gens qui prennent des cartes à l'année et de vendre des billets pour remplir les places vides laissées par ces abonnés factices. Ce qui revient à une forme de double billetterie, mais tout cela n'est pour l'instant que supposition.
Tout de même, Roger, on peut imaginer que Saint-Étienne n'est pas le seul dans ce cas. Est-ce que la pratique des caisses noires est courante dans les clubs de football français? Il y a eu 2 précédents dans l'histoire des caisses noires. D'abord Marseille en 1972, où Marcel Leclerc, le président de l'époque, a dû s'expliquer sur un bas de laine de 3 millions de francs. Et puis en 1978, cette fameuse affaire de la double billetterie de Paris Saint-Germain. Alors, est-ce pratique courante? On peut effectivement se poser la question, mais rien ne permet de l'affirmer pour l'instant. Généralement, les caisses noires sont découvertes lorsqu'il y a une crise dans l'équipe dirigeante d'un club. Dernière question très rapidement, Roger. Larios a lâché le morceau, on peut le dire, alors qu'est-ce qu'il risque? Eh bien, Jean-François Larios, mais également les joueurs les mieux payés, on pense entre autres à Michel Platini et à Johnny Rep, dont Roger Rocher a dû révéler les noms au SRPJ. Ces joueurs devront payer normalement un redressement fiscal. Ils seront entendus par le SRPJ de Lyon. De plus, si les hautes instances du football français respectent le règlement, eh bien, ces joueurs sont également passibles de sanctions au niveau fédéral, pour avoir touché ces dessous de table. Après les sous-de-table, le dopage, cette fois ce n'est plus de football, c'est pour le cyclisme. C'est la suite de l'affaire du critérium de Calac où 5 coureurs, dont Hinault, ont refusé le contrôle antidopage et ont été sanctionnés par la fédération. Alors ce soir, les coureurs réagissent, ils menacent de boycotter le championnat du monde et pour commencer le Tour du Limousin dont le départ est prévu jeudi. Ce soir donc, les coureurs, Bernard Hinault en tête, sont réunis à Limoges. Alors Alain Vernon, vous êtes là-bas, est-ce qu'une décision a été prise? Eh bien toujours pas, Hervé. Au moment où je vous parle, les coureurs sous la présidence d'André Chalmel, Bernard Hinault est là aussi, ils sont toujours en réunion dans les locaux du comité du Limousin de la Fédération française de cyclisme. Il n'y a donc pas de décision prise pour l'instant. Pour 23h, je pourrais bien sûr vous en parler. En tout cas, selon Jean-René Bernaudot cet après-midi, qui a gagné hier le critérium de Quillan, où curieusement le deuxième contrôle antidopage n'a pas eu lieu. Donc pour Jean-René Bernaudot, il n'est pas question vraisemblablement de boycotter le 15e Tour du Limousin qui prendra son départ demain ici à Limoges. Et pour les championnats du monde, eh bien Bernard Vallée lui-même nous confiait que vraisemblablement l'ensemble des coureurs ne songeaient pas réellement au ce boycott. En tout cas, dans cette affaire de Calac qui a des prolongements regrettables un peu avant les championnats du monde, eh bien la fédération et les coureurs sont fautifs tous les deux. Les coureurs parce que bien sûr ils ont désobéi au règlement en quelque sorte. Et puis, bien sûr, ils n'ont pas à se doper, ils le savent. Et puis, d'autre part, surtout, la Fédération française avait prévu ce contrôle antidopage dès le mois de mars 82. C'est M. Simon, le président de la Fédération française, qui me l'a confié au téléphone. Donc, les coureurs auraient pu éviter ce conflit bien avant. Et puis, la Fédération, de son côté, est coupable, elle aussi, parce que quand des coureurs viennent de terminer le Tour de France et qu'ils partent pour un critérium dès le lendemain, alors qu'ils se sont couchés très tard dans la nuit, eh bien, c'est tout simplement de l'hypocrisie, pour ne pas dire du vice, que d'imposer un contrôle antidopage. En tout cas, je vous tiendrai au courant dans le journal de 23h de cette affaire. Les coureurs sont toujours réunis, je vous le disais, dans les locaux du comité régional du Limousin pour décider du boycott ou pas du tout de Limousin et du championnat du monde. Mais vraisemblablement, on partira demain ici à Limoges et on fera le championnat du monde. Ce que l'on veut, c'est que la Fédération française revienne sur sa décision en quelque sorte. Merci. Le syndicalisme du cyclisme essaye de faire pression. Donc. Merci Alain. Il y a un quartet demain, il se court à Vincennes. Voici les pronostics de Pierrette Braise. Je vous laisse noter, je vous rappelle les numéros qu'elle vous propose. Le 11, le 10, le 14, le 7, le 15, le 9 et le 5. Voilà, Laurent Broumède, maintenant les prévisions de la météo pour demain, est-ce que c'est meilleur qu'hier? Écoutez, malheureusement Hervé, je dois vous annoncer quelques nuages en plus et la photo de satellite va tout nous expliquer. Regarde, on a été prise à 17h par Météosat dans l'infrarouge. Regardez, il y a cette bande de nuages qui sépare de l'air chaud et de l'air froid, c'est la rencontre des deux qui fait les nuages. Les nuages étaient donc à 17h sur le nord-ouest du pays, vous voyez l'Espagne est claire. L'Italie aussi, le sud, et dans la nuit ils vont se décaler comme ceci à peu près. Alors sur le sud il fera encore chaud, mais nous aurons une chute de température derrière puisque l'air qu'il y a actuellement ici et qui va arriver sur la France est plus frais. C'est extrêmement simple. On va voir maintenant la carte pour demain et on va découvrir donc cette bande de nuages située le matin de l'Atlantique au nord-est et qui va se décaler vers le sud-est dans la journée. On la retrouve vers midi ici, vous voyez, des Pyrénées au Massif central jusqu'au nord des Alpes. Pas beaucoup de pluie, mais disons un temps humide avec quelques orages, en particulier en montagne, et quelques averses et quelques pluies passagères à des bruines. Sur la Méditerranée, eh bien, il fera toujours chaud, mais il y aura de plus en plus de nuages à l'approche donc de cette zone de pluie qui arrivera le soir sur les Pyrénées et le Languedoc, ainsi que les Alpes avec des risques d'orage. Plus au nord, instauration d'un temps variable, comme on dit. Alors, du sud de la Bretagne au centre, ça sera assez bien, il y aura du soleil et puis simplement quelques passages nuageux. Mais plus au nord,
C'est un temps beaucoup plus nuageux avec des éclaircies, c'est vrai, mais des gros passages, de gros nuages sombres et encore des averses possibles sur les frontières et principalement près des côtes. Du côté des températures maintenant, eh bien, chute 17-18 degrés sur le nord-ouest, chute de 3-4 degrés dans toutes ces régions, toujours 29-30 degrés sur l'extrême sud-est. Pour terminer notre agenda, je conclurai en vous disant que vendredi, il y aura un peu moins de nuages, mais les températures toujours inférieures aux normales saisonnières. Merci Laurent. Voilà, ce journal est terminé. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est Jacques Merlino ce soir vers 23h15. Ensuite, demain matin, antenne de midi, présentée par Christian-Marie Monod, 12h45. Pour ma part, je vous retrouverai à 20h avec plaisir. Bonsoir.